sous l'effet de photosynthèse, donc par l'effet des UVB, en général la longueur d'onde se situe entre 290 à 315 nanomètres. Donc ces UVB vont stimuler la synthèse de la pré-vitamine D à partir du cholestérol. Ensuite, on a un clivage de cette pré-vitamine D en vitamine D, ce qu'on appelle la cholécalciférol. Et donc, vous ne le savez peut-être pas, mais la cholécalciférol en tant que telle, si elle n'est pas métabolisée par les étapes qui vont suivre, que je vais expliquer, est toxique. Donc l'accumulation de la cholécalciférol est toxique. Dans la littérature scientifique, on voit plusieurs cas, surtout des cas cliniques, où on a des manifestations de la toxicité de la cholécalciférol chez certaines personnes, et on va expliquer pourquoi. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle la protéine de liaison à la vitamine D. Donc vitamine D, binding protein. Et ça, c'est une protéine qui est codée par un gène qui porte le même nom, le VDBP. Donc cette protéine-là va se lier à la vitamine D3, donc la cholécalciférol, pour la transporter au niveau de la circulation vers le foie. Et au niveau du foie, elle va subir ce qu'on appelle la première hydroxylation. Première hydroxylation au niveau du dernier carbone, c'est-à-dire le 25e carbone, et c'est ce qui donne la 25 hydroxyvitamine D, la 25-OHD, donc le marqueur biologique qui est mesuré souvent dans les laboratoires. Ensuite, cette même protéine de liaison à la vitamine D va transporter cette 25-OHD au niveau du rein pour subir la deuxième hydroxylation au niveau du premier carbone, et ce qui donne la 1,25 dihydroxyvitamine D. Okay? Donc cette 1,25 dihydroxyvitamine D est la vraie vitamine D, c'est la vitamine D bioactive. Mais cette vitamine D bioactive, 1,25-OHD, a besoin de son récepteur, ce qu'on appelle le récepteur de la vitamine D, le VRD. Donc le VRD ou le VDR, le VDR, vitamine D récepteur. Donc VDR, c'est le gène qui code ce récepteur-là. Okay? Donc on a plusieurs étapes. On a la première étape, donc déjà le transport de la vitamine D. La deuxième étape, donc l'hydroxylation de la vitamine D au niveau du foie, et ensuite l'hydroxylation de la vitamine D au niveau du rein, deuxième hydroxylation, et ensuite la liaison au récepteur de la vitamine D. Et il se trouve qu'au niveau de chacune de ces étapes, on a des SNP qui sont fréquents dans la population générale et qui vont ralentir ces étapes. Donc les SNP, les deux SNP, disons les plus graves, se trouvent ici. C'est au niveau d'une enzyme qui va être l'hydroxylase, qui va permettre d'hydroxyler la vitamine D dans le dernier carbone, c'est-à-dire la première hydroxylation. Et si on a l'un de ces deux SNP ou les deux SNP, on va avoir ici, soit au niveau sanguin ou au niveau de la peau, une accumulation de la cholécalciférol, effet toxique de la vitamine D. Donc dans ces cas, la conduite à tenir, c'est de ne jamais dépasser les 5000 unités internationales par jour. Donc 5000 unités par jour est une dose sécuritaire lorsqu'on a un blocage ici au niveau de l'hydroxylation par des SNP. Okay? Ensuite, on a aussi des SNP, on a deux SNP pour la protéine de liaison à la vitamine D. Et donc si on a des SNP de la protéine de liaison de la vitamine D, c'est-à-dire une synthèse moindre de cette protéine, donc un transport moindre de la vitamine D, ce qui va au final ralentir aussi ou réduire le taux de 1,25-OHD, donc la vitamine D bioactive. On peut avoir aussi plusieurs SNP au niveau du récepteur de la vitamine D. En gros, vous pouvez tester la 25-OHD, vous pouvez tester la 1,25 dihydroxyvitamine D, vous pouvez les trouver normales, voire même supérieures à la normale, mais la personne est cliniquement en carence de vitamine D, parce que le récepteur qui va déclencher toute la cascade de phosphorylation, donc, ne va pas être suffisant. Donc la quantité de ce récepteur n'est pas suffisante. Okay? Donc ça, c'est lorsqu'on a des SNP sur le récepteur. Okay? Donc, toutes ces choses-là, on la comprend grâce à l'analyse des polymorphismes génétiques.
l'analyse des polymorphismes génétiques va permettre de déterminer la conduite à tenir. Par exemple, je vous ai donné ici le fait qu'on a un ralentissement dans la première hydroxylation ne doit pas dépasser les 5000 unités internationales. Mais si on a une carence dans le récepteur de la vitamine D, à ce moment-là, il faut donner des dosages plus élevés. Il faut aller jusqu'à 15 000 pour stimuler la synthèse du récepteur de la vitamine D. Donc le récepteur de la vitamine D peut être, disons, peut-être bloqué, ou peut-être sa synthèse peut être bloquée ou réduite à cause des SNP, mais ça peut être aussi réduite à cause d'adaptations épigénétiques. Donc des méthylations au niveau du gène, du VDR, ou de l'acétylation de la partie d'histone qui est en regard du gène. Et donc ça peut aussi donner, des carences dans le récepteur de la vitamine D. Et ici, le fait de donner des dosages autour de 12 000, 15 000 permet de résoudre le problème, du moins temporairement. Okay? C'est le même système que le récepteur de l'insuline ou le récepteur de la leptine. Donc les résistances à l'insuline, résistance à la leptine, c'est le même mécanisme. Donc, sinon, si on a les deux, admettons qu'on a les deux, ici, donc le gène qui s'appelle le CYP2R1, qui est le gène ici qui est responsable du codage de l'enzyme qui fait la première hydroxylation, admettons qu'on a des SNP sur la première hydroxylation et des SNP sur le récepteur de la vitamine D, qu'est-ce qu'on fait? Donc on ne doit pas dépasser les 5000 parce qu'on a une première hydroxylation ralentie. Donc on va avoir une accumulation de la cholecalciférol, mais en même temps, on doit dépasser les 5000 parce qu'on a un récepteur de vitamine D qui est carencé. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on passe à un protocole qui est, disons, le protocole optimal, c'est de prendre 15 000 unités internationales par jour pendant une semaine, parce que la toxicité de la vitamine D se fait sur le moyen et long terme et non pas sur le court terme. Donc, une semaine à 15 000, un mois à 5 000, une semaine à 15 000, un mois à 5 000, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un protocole pour, si on a des mutations, soit au niveau de la première hydroxylation, et en même temps au niveau du récepteur de la vitamine D. Donc j'espère que vous avez appris certaines choses et que vous avez compris un petit peu l'intérêt de la génétique dans l'obésité et plus généralement dans l'ensemble des pathologies et dans la compréhension du métabolisme. Donc si vous avez des questions, je serai à votre disposition. Merci beaucoup. Merci, professeur Ghasmi. On a certainement appris beaucoup de choses, surtout à propos de la complexité de la prise en charge de l'obésité. Donc, pour éliminer la vision réductrice de la prise en charge qui se limite à l'équilibre calorique. Donc je vous invite à me rejoindre et j'invite la salle à poser des questions. Je suis sûr qu'il y a pas mal de questions que vous voulez poser à professeur Ghasmi. J'invite également les orateurs de la matinée qui ont des communications orales à mettre leur présentation sur l'ordinateur. Je voulais vous poser une question concernant le glutathion. Des fois, un supplément de patient par du glutathion, est-ce que ça peut pallier à la première voie dont vous avez parlé? Parce que bon, on n'a pas de glutathion disponible de manière systématique, mais moi, personnellement, je donne de l'acide acétyl, oui, la cystéine, oui, l'acétylcystéine, utilisée pour les bronchopneumopathies. Voilà, je l'utilise comme précurseur du glutathion dans certains cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc le glutathion, s'il est par voie orale, donc en gélule ou en capsule, il ne sert à rien. Il est dégradé. Donc c'est un ensemble de 3 acides aminés, cystéine, glutamate et glycine, et il est digéré tout simplement. Donc il ne sert absolument à rien. Maintenant, s'il est par voie liposomale, c'est bien, ça peut servir à quelque chose.
S'il est par contre par voie liposomale, ça doit être, parce que dans la liposomale on a deux technologies, la monocouche et la bicouche. Donc la monocouche ne sert à rien parce que la couche est très vite dégradée également, c'est des phospholipides. Donc si c'est double couche, c'est mieux. Donc, mais le mieux c'est glutathion par voie injectable ou liposomale. Sinon, s'il n'y a pas de glutathion, c'est le NAC, N-acétylcystéine, à différencier de l'acétylcystéine, qui est le médicament. On peut donner aussi du sélénium. Le sélénium est un cofacteur de la réaction d'antioxydation, un cofacteur de la GPX, la glutathion peroxydase, et ça stimule aussi la synthèse du glutathion. Et en même temps, il faut donner du soufre, c'est-à-dire sous forme d'aliments, donc ail, oignon, crucifères, etc. Aussi, on peut donner de la taurine, qui est très importante parce que si vous vous souvenez dans la voie en bas de la transsulfuration, le fait de saturer en taurine et de saturer en soufre, ça permet d'orienter l'homocystéine vers le glutathion. Donc on obtient plus de glutathion. Merci. Sur le plan pratique, vous avez parlé de pamplemousse et de jus de pamplemousse, mais vous n'avez pas parlé d'autre chose. Donc est-ce que, éventuellement, pour aider à la détoxification au niveau superficiel, on pourrait indiquer autre chose, prescrire autre chose? Il n'y a que le pamplemousse, uniquement. Donc soit des suppléments à base de pépins de pamplemousse ou des extraits de pamplemousse ou des choses comme ça, soit du jus de pamplemousse. C'est tout. Avec dosage indéfini. Ou la naringénine. Il y a aussi des suppléments à base de naringénine, mais c'est contenu aussi dans le pamplemousse. Donc il n'y a que, malheureusement, que le pamplemousse qui permet de ralentir les... Alors, en fait, tous les polyphénols permettent de bloquer ou ralentir les cytochromes, mais c'est très spécifique. Donc on obtient des résultats pas intéressants. Donc ce qui est le plus intéressant, c'est le pamplemousse, parce que ça contient la naringénine et les kinacées, et ça permet de bloquer les cibles, les cytochromes P450 à large spectre. Donc on a un ralentissement significatif. Bonjour, j'ai juste une question, deux questions en fait. Je vous félicite pour la qualité de votre présentation, c'est vraiment pertinent et très intéressant. Alors vous avez parlé des deux phases de détoxification. Que pensez-vous de l'utilisation du desmodium pour soutenir les deux phases de détoxification du desmodium et du niftasten pour soutenir uniquement la deuxième phase? Ça c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé des contre-indications du pamplemousse et des extraits de pamplemousse, etc. chez certains patients. Est-ce qu'il n'y a que les patients épileptiques chez qui on ne peut pas utiliser l'extrait de pamplemousse par exemple, ou il y a d'autres pathologies là où il ne faut pas vraiment utiliser le pamplemousse? Merci. Pour le desmodium, j'en ai aucune idée. Donc je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question. Donc ce que j'utilise d'habitude, je l'ai déjà expliqué. Par rapport au pamplemousse, c'est en général, il ne faut pas prendre en association avec le traitement, et si on prend, ça doit faire à peu près 10 à 12 heures à distance de la prise du traitement en général. Mais sinon, en termes de pathologie précisément, c'est vrai qu'on a par exemple l'épilepsie, on devrait réduire le taux de pamplemousse ou les quantités de pamplemousse qu'on donne, mais sinon le reste, non, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Sinon pour le SEI et la méthionine, que pensez-vous de la supplémentation? Est-ce qu'il faut utiliser l'un ou l'autre et dans quel cas? La méthionine. La méthionine et le SEI. Vous parlez du SAM, du S-adénosylméthionine. Le S-adénosylméthionine, c'est ce qu'on obtient à partir de la méthionine, et c'est le plus gros méthylateur ou donneur de méthyle de l'organisme. Donc, c'est-à-dire dans le sens de l'homocystéine, non, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si on veut... La méthionine, pas l'homocystéine. Pour faire... Quand on a un manque de méthionine, est-ce qu'il faut prescrire la méthionine ou prescrire le SAM? Ah oui, d'accord. Oui, quand on a un manque de méthionine, il faut prescrire la méthionine. Sauf si on a besoin de booster la méthylation. À ce moment-là, on donne le SAM.
Le S-adénosylméthionine, oui. Merci. Attends. Merci pour l'exposé. Merci pour l'exposé. Hier, j'ai passé une communication sur la vitamine D et j'ai parlé de l'obésité. Je sais que la vitamine D, elle a beaucoup de sites d'action au niveau des gènes. Vous êtes spécialiste. Et j'ai expliqué hier que la vitamine D, au niveau des ostéoblastes, elle augmente l'expression du GLUT4 en coopération avec le gène LANX et d'autres gènes que vous connaissez certainement. J'ai expliqué aussi que le déficit en vitamine D entraînait une orientation des cellules souches de la moelle, le déficit, vers la formation des adipocites. Alors que la vitamine D, elle oriente l'expression de la différenciation et la multiplication des ostéoblastes vers les ostéoblastes, de la cellule souche vers les ostéoblastes. Et c'est l'un des mécanismes clés de l'obésité. L'os, c'est le régulateur de la glycémie. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer encore avec, au niveau génétique, parce que le problème reste effectivement le problème des récepteurs qui sont les VDR et qui sont réduits pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons principales, c'est le stress et le cortisol. Le cortisol, il réduit carrément l'expression des VDR. Alors, est-ce que vous avez eu dans votre expérience ou vos travaux au laboratoire l'effet du cortisol sur l'expression du VDR? Ma première question. La seconde question. Vous savez qu'avec l'évolution des herbicides et des insecticides, avant il y avait le parathion, on a changé, on a mis des OGM. Actuellement, on utilise le glyphosate. Alors, l'un des effets néfastes du glyphosate, c'est justement la réduction de 50% des cytochromes 405. L'un des inconvénients du glyphosate, qui est un bloqueur enzymatique de la voie chimique qui existe dans les plantes. Il y a une voie génétique pour la synthèse des protéines au niveau des plantes, et ça touche effectivement la tyrosine, le tryptophane et la phénylalanine. Si mes souvenirs sont bons, il y a 3 acides aminés, donc elle bloque carrément ce cycle-là. Et quand elle bloque, on pensait avant que la réduction des cytochromes au niveau du foie par le glyphosate, elle a été étudiée et ça réduit de 50% et on pensait avant que le glyphosate ne touchait pas le mammifère, ne touche pas le mammifère. Mais il paraît que au niveau de la microbiote, le glyphosate, il a disons, le même effet. Au niveau il y a certaines souches qui utilisent la voie chimique. Et ces souches-là sont les souches les plus touchées. Et l'une
les causes principales du développement des pathologies inflammatoires chroniques, effectivement, il revient un petit peu à ces souches-là qui ne synthétisent plus de la méthionine. Donc la méthionine vient en tête. Pardon, est-ce qu'il y a une question? C'est une question. C'est une question. Je pense que le docteur Amin, il a compris la question. C'est une question. Est-ce que le glyphosate, est-ce que vous avez une étude du glyphosate au niveau des SNP et les mutations qui sont engendrées par ce genre d'herbicide? Pour le glyphosate, il y a très peu d'études là-dessus. Et d'ailleurs, il y avait un problème une fois, la Commission européenne, parce que c'était les laboratoires producteurs, c'était Bayer qui produisait toutes ces études-là et qui ne voulait pas les restituer pour études, etc., par une commission scientifique. Et il y avait un grand débat là-dessus. Donc, néanmoins, il y a quelques études qui relient le glyphosate dans des GWAS, qu'on appelle des GWAS, des Wide Genome Studies, qui relient le glyphosate de façon statistiquement parlant, mais les voies métaboliques par lesquelles le glyphosate réduit ou réprime certains gènes ne sont pas connus. Par contre, on a des associations statistiques dans ce sens-là. Oui, on a des associations là-dessus. On a aussi, vous avez parlé de quelque chose de très important, le glyphosate réduit le taux des souches, de certaines souches bactériennes très importantes, dont Akkermansia. Akkermansia, qui est d'ailleurs une souche dont la carence est observée systématiquement dans l'obésité et le syndrome métabolique, et le glyphosate a une action directe sur Akkermansia. Ça a certainement aussi sur d'autres souches, comme les lactobacillus, les bifidobacterium. Et donc ça c'est concernant le glyphosate. Concernant maintenant la partie cortisol, oui, pas le cortisol directement, mais disons des adaptations épigénétiques de type acétylation des histones, notamment les H1, qui sont en relation avec le récepteur de la vitamine D. Donc c'est plutôt le comportement engendré par le stress, c'est-à-dire la réaction au stress, qui va, à travers le cortisol, à travers l'adrénaline et la norépinéphrine, etc., qui va réprimer le gène de la vitamine D, le gène du récepteur de la vitamine D. Donc c'est pas, bien entendu, c'est pas des SNP, mais c'est une répression épigénétique par acétylation, notamment des H1. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Hein? Ça bloque, oui, ça réprime l'expression. Oui. Alors, la dernière, je sais que je suis en débat dans ce domaine. Non, il n'y a pas de souci, allez-y. Elle est réduite en cas de déficit de magnésium. Exactement. Alors, je n'ai pas, au niveau de la présentation sur la vitamine D, j'ai omis de dire certaines choses, notamment par rapport à l'association de la vitamine D et de la K2, et l'association et l'intérêt du magnésium dans l'obtention de la 1,25-OHD, la forme bioactive de la vitamine D. Donc on a besoin, pour obtenir une molécule de 1,25-OHD, d'au moins 8 molécules de magnésium. Donc dans la voie métabolique, ce n'était pas représenté, mais le magnésium, association de magnésium systématique avec la vitamine D et avec la vitamine K2 qui n'a absolument rien à voir avec la coagulation. C'est la K3. Donc on a la K1, début de la voie, ce qu'on obtient dans les aliments. K3, K1, K3, ensuite K2. Et la voie de la coagulation commence avec la K3 et non pas avec la K2. La K2 a à peu près le même effet sur ce qu'on appelle les matrix GLA-protéines au niveau de l'os pour la fixation du calcium. Donc ça fonctionne en coordination avec la vitamine D pour la fixation du calcium. Une dernière question, s'il vous plaît.
m'excuse pour l'assistance. C'est passionnant. Le déficit en magnésium augmente